Bonjour tout le monde, nous allons parler aujourd'hui de trousses d'urgence. Vous retrouverez majoritairement 4 types de trousses. La trousse à pharmacie, la trousse de secours qu'on appelle également trousse d'urgence, la trousse anti-trauma et la trousse tactique. Libre à vous de vous en inspirer afin de créer votre propre trousse avec vos propres besoins et vos propres connaissances. Attention, pour que celle-ci soit dite professionnelle, il vous faudra du matériel ainsi que des outils adéquats qui seront bien sûr étudier, analyser et tester avant de partir, afin de ne pas vous mettre vous-même et vos proches en danger. Ce qui sous-entend la chose suivante, si vous commencez à vous fournir sur des sites peu recommandés, tels que Temu, AliExpress, etc., autant arrêter tout de suite. Vous allez mettre votre vie en péril. Première chose très importante qui fait partie des bases fondamentales, c'est celle de toujours savoir où se situe votre matériel, que ce soit de jour comme de nuit. C'est pourquoi vous devez être organisé. Je vous recommande d'organiser votre trousse d'urgence par des compartiments. Il existe plusieurs méthodes, comme par exemple celle avec des étiquettes ou encore avec des codes couleurs. Exemple, couleur rouge pour les hémorragies, couleur bleue pour tout ce qui va être respiratoire ou encore couleur verte pour les bobologies. Nous allons ouvrir le bal ici avec des choses très simples, comme notamment pour commencer de l'éclairage. C'est une chose qui paraît logique, et pourtant, je vois que beaucoup de personnes négligent et oublient d'incorporer une petite lampe dans leur trousse. Alors, une petite lampe comme celle-ci, par exemple, tactique, mais également une deuxième source lumineuse en complément, comme par exemple ici, une lampe frontale, qui, de préférence, sera beaucoup plus intéressante si elle a une option de luminosité rouge, afin d'éviter d'éblouir et de rester le plus discret possible, selon la zone dans laquelle vous êtes situé. Donc, des lampes sont une des premières choses les plus importantes, d'autant plus si vous travaillez en milieu clos et fermé ou de nuit. Je vous invite à vous entraîner, à ressentir et à organiser votre trousse d'urgence via la palpation, les yeux fermés, afin de pouvoir être prêt dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire de nuit, mais également avec les yeux fermés ou encore sous forme de situations stressantes. Deuxième chose, deuxième élément, c'est notamment des gants. Alors, les gants, ce sont des choses qui sont souvent négligées. Encore une fois, on est dans les basiques, et pourtant les basiques sont très souvent oubliés. Il y a plein de choses à dire sur les gants. La couleur, majoritairement blanc, bleu ou noir. Oubliez les gants noirs. Pourquoi? Parce que les gants bleus et les gants de couleur blanche sont à privilégier pour justement voir le sang. Vous avez plusieurs types de gants, notamment 3 principaux. Le premier qui va être le latex. Le latex, c'est quoi? C'est du caoutchouc naturel. L'avantage, c'est que c'est flexible. L'inconvénient, c'est que plusieurs personnes sont allergiques. Deuxième type de gant qui va être tout simplement le vinyle. Le vinyle, c'est du PVC. Et le problème, c'est que c'est moins résistant et moins flexible. Pas de problème d'allergie, cependant donc plus fragile. Troisième type de gant, ça va être le nitrile. Le nitrile possède quasiment toutes les qualités et avantages, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est du caoutchouc artificiel, et donc flexible, résistant, et donc aucun problème au niveau allergie. Cependant, c'est le matériau qui reste le plus cher. Une fois qu'on a vu la lumière et les gants, on va passer à tout ce qui va être type de compresse et de bandage. Je vous recommande de prendre avec vous 4 types de compresses, notamment la première des compresses non stériles qui serviront pour le nettoyage de la peau, ainsi que l'application pour les petites plaies avec un désinfectant. En 2, des compresses qui seront justement stériles, qui vous serviront pour des plaies beaucoup plus graves et également des plaies avec brûlure si vous n'avez pas de corps gras. En 3, des compresses hémostatiques. Sachez également qu'il existe des pansements hémostatiques que l'on verra après. Et en 4, des compresses imprégnées de différents produits comme des solutions salines ou encore antiseptiques. C'est une base. Sachez qu'il existe d'autres types de compresses, comme notamment des compresses dites occlusives ou encore des compresses chaudes et froides. Pour ce qui est des bandages, pareil, je vous recommande plusieurs types de bandages, notamment plusieurs millimétrages et plusieurs longueurs. Pourquoi? Parce que vous aurez des bandages qui vous serviront autant pour des choses bénignes, comme par exemple des attelles, ou tout simplement entourer un petit pansement, mais vous pouvez également réaliser ce qu'on appelle du méchage, c'est-à-dire du bourrage, venir bourrer une plaie avec donc suffisamment de longueur de bande pour pouvoir compresser et arrêter cette hémorragie. Ce qui fait partie des basiques et qui est très utile
avec les bandages, c'est la confection ici de donuts. C'est très pratique pour les blessures, notamment au niveau des yeux, mais également pour pouvoir maintenir une plaie avec un corps étranger, comme par exemple un couteau. Nous avons ensuite ici une autre catégorie de bandages qui sont des pansements compressifs, notamment ici type israélien. Je vous en ai sorti un ici pour exemple, donc qui sert d'entraînement. Donc comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un pansement que vous voyez dans la vie de tous les jours. Ce qui veut dire qu'il vous faut d'abord vous familiariser avec, afin donc de pouvoir ensuite le travailler et le poser en situation. Ensuite, nous passons à une autre catégorie ici de pansements qui sont des pansements hémostatiques, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui, comme son nom l'indique, vont créer une hémostase. Une hémostase, c'est quoi? C'est un arrêt du saignement. Comment? Eh bien, dû aux différents produits qui se trouvent dans les bandes. Ici, on a deux types de pansements avec deux types de produits différents. Le premier ici, qui est tout simplement de l'argile blanche, donc du kaolin, et ici de la chitine. Un produit qui va venir agir sur le saignement. Pareil, il y a des gestes à avoir, une compression suffisante, un bourrage suffisant, etc. Et donc qui vont stopper l'hémorragie. Cependant, ce n'est pas parce que vous voyez un tuto YouTube ou encore une fois un gars vous a dit de prendre avec vous un pansement hémostatique, vous prenez le premier venu, le moins cher, et vous le mettez dans votre trousse. Non, il vous faut connaître le produit. Justement, j'en veux pour exemple ici ce pansement hémostatique et d'urgence de la marque OneGlot, qui a pour but, comme son nom l'indique, d'arrêter l'hémorragie. Cependant, celui-ci est tout simplement sensible à la température. Il fonctionnera entre 5 et 35 degrés. Ce qui veut dire, pour la faire courte de manière simple, si une personne se trouve par exemple en haute montagne à 0 degré et qu'elle fait une hémorragie, eh bien vous ne pourrez pas utiliser ce pansement. Quand votre corps chute en dessous de 35 degrés, donc il commence à rentrer en première phase d'hypothermie, vous perdez 10% de capacité à coaguler. Attention, je vais tout de suite casser le mythe des produits miracles. Peu importe l'équipement que vous utilisez, que ce soit une seringue à granules, une éponge hémostatique ou encore du méchage, si votre compression n'est pas suffisante, la personne mourra de l'hémorragie. Ce qui sous-entend la chose suivante. Les 3/4 du job sont faits par la compression, afin que le sang puisse coaguler, créer un caillot de sang et donc une hémostase. Vous avez différents types de garrots. Je ne vais pas faire un cours sur le garrot, je ne vais pas m'étaler, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Je pense que déjà la vidéo sera un petit peu plus longue que les autres. Tout simplement, ce que j'utilise, c'est deux types de garrots tourniquets. Le premier ici, qui est très connu de tous, le 4. Le seul avantage qu'il y a sur ce tourniquet, c'est qu'il est fluorescent. Ça, c'est un plus. Vous pouvez travailler de nuit avec, donc je vous recommande d'en avoir un. Cependant, celui-ci, je m'en sers pour l'entraînement. Je rappelle qu'un garrot tourniquet s'utilise une seule fois, sauf à l'exception de celui-ci que je vous montrerai juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous achetez des garrots tourniquets sur des sites par exemple comme Amazon, auquel vous allez en avoir 3-4 pour simplement 10 balles, c'est de la grosse merde, c'est de la mauvaise qualité. Quand vous allez les serrer, ça va vous claquer entre les doigts. Et là, vous allez vous retrouver comme un con et vous allez mourir d'hémorragie juste parce que vous n'avez pas fait l'effort de mettre le prix. Comment savoir si c'est un vrai ou si c'est une contrefaçon? Eh bien, l'astuce est le suivant. Vous devez avoir à l'arrière de la plaque ici ou sur l'arrière ici du scratch, vous devez avoir un numéro de série. Ensuite, j'ai un deuxième garrot complémentaire que j'affectionne tout particulièrement et que j'emmène partout avec moi. C'est ici le garrot tourniquet Rapid Stop, qui est un garrot tourniquet extrêmement efficace et qui, à mon sens, est le plus efficace de tous pour plusieurs raisons. En sachant que tout à l'heure, je parlais d'une exception vis-à-vis de la réutilisation des garrots, et bien justement, celui-ci confirme la règle. Vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Donc, dès que j'en ai besoin, j'ai simplement à venir dégrafer ici et je peux rapidement placer un membre, tirer, serrer et ensuite ajuster avec encore une fois ce système forme de cliquet qui est très puissant et qui va pouvoir aller au-delà de certaines limites que vous aurez avec le garrot tourniquet précédent. Ici, la couverture de mylar. Pourquoi le mylar? Tout simplement parce que c'est un matériau, notamment du polyester, qui a été conçu par la NASA pour ses satellites en 1964 et donc qui est très fonctionnel. Le mylar va permettre la réflexion du flux lumineux à 95%.
vous avez deux facettes, une dorée, une argentée. Déjà, première chose, on va casser le mythe de la face dorée et la face argentée. Pour la simple et unique raison que la différence entre les deux facettes est de moins de 1 degré, notamment 0,9. Donc il n'y a pas d'incidence. Là où les facettes vont avoir une importance, ça va être notamment dans un cadre de survie, si vous êtes sur des zones arides ou hivernales. Maintenant, par contre, ce qui a une grosse incidence, c'est deux choses. La première, la manière dont vous allez poser votre couverture. Nous ne sommes pas dans des films. Les films, vous avez simplement à poser la couverture sur la personne, le tour est joué et c'est réglé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Sachez que, premièrement, si une personne est au sol, celle-ci va se faire aspirer sa chaleur corporelle et donc c'est un réel problème. Une personne ne doit pas rester au sol. Du moins, vous devez tout simplement construire une barrière protectrice thermique entre le sol et la victime. Donc pour ce faire, si vous souhaitez appliquer une couverture de survie uniquement comme une simple couverture, vous allez devoir tirer la personne d'un côté et venir la border de part et d'autre. Et ensuite faire la même chose avec le côté opposé. Le but étant de revenir rejoindre les deux côtés à l'arrière du dos pour pouvoir les rejoindre et donc encore une fois protéger le dos de la victime avec le sol afin de maintenir sa chaleur corporelle. Si vous souhaitez être rapide et efficace, une couverture de survie ne se pose pas comme une simple couverture. Elle s'applique directement sur la tête, c'est-à-dire vous allez venir envelopper toute la tête comme un bandana, faire passer la suite de la chute de la couverture par le dos et rejoindre la fin de celle-ci sur le tronc et la partie pelvienne. Pourquoi? Parce que les endroits du corps qui demandent à être maintenus au chaud le plus rapidement possible vont être la tête et vont être vos organes. C'est la raison pour laquelle quand un nourrisson naît, on lui pose un bonnet sur la tête afin de maintenir sa chaleur corporelle. Ce que j'aime également utiliser, c'est ici un oxymètre, l'oxymètre de pouls, qui va mesurer certes votre pouls, mais également votre saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang. C'est également un outil avec lequel vous allez pouvoir travailler lors d'hémorragies, également avec les diabétiques, également avec les personnes en insuffisance respiratoire, etc. Alors certes, ça peut être considéré et vu pour les néophytes comme un outil médical, cependant c'est quelque chose que vous pouvez vous fournir en pharmacie ou sur internet, qui est très peu coûteux et qui sert pour beaucoup de choses. Pour la faire simple et courte, retenez la chose suivante. Votre taux de saturation, qu'on appelle également la SAT, doit se trouver entre 94 et 98%. Si vous êtes au-dessus des 98%, vous serez en hyperoxie, soit trop d'oxygène. Si vous êtes en dessous de 94%, vous serez en hypoxie, soit le contraire, c'est-à-dire en manque d'oxygène. Ensuite, cette poche de glace instantanée, c'est une poche où vous avez simplement besoin de frapper, d'écraser, secouer, et ensuite, ça va générer du froid pendant un laps de temps à peu près entre 15 à 20 minutes selon la température extérieure. Voici quelques équipements ici que je vous recommande qui peuvent s'avérer très utiles et très pratiques, comme notamment ici un petit type de colle dont on a déjà fait allusion tout à l'heure pour pouvoir venir donc suturer vos petites plaies. Ensuite ici un petit rouleau donc de scotch duct tape qui est un scotch très polyvalent, très efficace, qui peut vous servir dans beaucoup de domaines et dont je recommande à tous d'avoir au moins un rouleau dans vos trousses d'urgence. C'est vraiment l'un des premiers outils que j'embarquerai avec moi si je devais être amené à aller sur une île déserte. Sachez également qu'il existe une version médicale, notamment hypoallergénique. Ensuite, ici, une petite serviette de bain très minimaliste. Quelques gouttes suffisent pour la faire gonfler. Son but est d'être une serviette de bain, certes. Cependant, quand vous n'avez rien d'autre sous la main, celle-ci peut servir de pansement ou encore de bande à méchage. À ne pas confondre avec les insufflateurs que l'on nomme également des bavus, que vous retrouverez chez les secouristes, pompiers et urgentistes, dans les ambulances ou encore dans les hôpitaux. Celui-ci est portatif, à usage unique et plastifié avec un anti-rejet, un anti-retour. Car il faut savoir que lors d'une mise en pratique d'un massage cardiaque et du bouche à bouche, l'une des choses les plus dégueulasses qui arrive de manière assez fréquente, c'est d'avoir tout simplement une personne qui régurgite son dernier repas. Et qui peut être relativement décourageant, d'autant plus quand vous ne connaissez pas les antécédents médicaux de la personne. Donc ceci est très bien si vous souhaitez absolument réaliser un bouche à bouche. Ensuite ici une paire de ciseaux très robuste qui vous permettra de découper les vêtements afin d'avoir accès aux différents membres pour détecter des fractures, hémorragies et d'autres incidents.
Une fiche bilan dans laquelle vous allez pouvoir noter beaucoup de choses qui seront très utiles et faciliteront la vie des urgentistes, secouristes et membres hospitaliers. Pour terminer et conclure, un sac plastique qui vous permettra de faire plein de choses, notamment apporter de la glace, mais également tout simplement sa fonction première, éviter 1. De polluer, 2. Contaminer et 3. Laisser des traces. Pour terminer et conclure la vidéo, comprenez la chose suivante. Quand vous allez confectionner votre trousse donc de secours d'urgence, prenez en priorité les choses qui sont vitales. Ensuite, vous pouvez vous apprêter à prendre des choses un peu moins importantes. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, faites-le moi savoir à travers un commentaire. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.